Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'aventure dans un territoire bizarre, un peu glauque, celui de l'art contemporain. Je vais vous faire part de mes réflexions qui ne sont pas, qui font pas autorité, mais je vous invite à reprendre tout ce que je vais dire après pour réfléchir par vous-même et vous rendre compte à quel point nous sommes visiblement dans une fantastique arnaque dont nous sommes tous les victimes sans le savoir. L'art contemporain sert visiblement de super bitcoin pour les gens extrêmement riches. En fait, c'est une sorte de monnaie d'échange d'un continent à l'autre, défiscalisée visiblement, parce que beaucoup de pays ont défiscalisé l'art, et donc les œuvres d'art. Donc ce qui fait que des œuvres d'art circulent dans le monde entier, des œuvres à plusieurs millions d'euros, avec, je crois, un ticket d'entrée à 1 million. Je crois que c'est ça, la valeur minimum du bitcoin pour milliardaire. Et voilà, donc le premier point, c'est transfert d'argent d'un bout à l'autre du monde sans payer un centime. Ensuite, il y a des choses intéressantes, c'est que, en fait, les milliardaires, ils s'ennuient sans doute. Ils font de biennale en biennale des voyages dans le monde entier, des pince-fesses pour un milliardaire, extrêmement réservés. C'est un petit peu comme dans le temps les ducs, les princesses, etc. On a l'impression d'être à Monaco. Et en fait, ces gens-là, s'amusent, jouent leur vanité dans des moments particuliers avec des achats spectaculaires aux yeux de tous. Voilà, donc quand on a 1 milliard, 5, 6, 7, 8 milliards d'euros, dépenser 2 millions, 3 millions, c'est rien du tout. Par contre, ça donne des prestiges momentanés. En fait, c'est des espèces de vanité stupide. Enfin, bon, malgré tout, ça marche extrêmement bien. Et puis, ensuite, quand ils achètent des œuvres, ils ne font pas que ça. Parfois, ils sont des gros malins en général, et ils vont utiliser les pièces qu'ils ont achetées pour les valoriser et pour faire des petits coups entre amis. En fait, ça devient presque une sorte de sport entre eux, dirons-nous. Par exemple, il n'est pas rare que, j'ai entendu parler de ça, mais je ne peux pas donner des noms parce que je ne veux pas un procès, mais qu'un milliardaire a acheté 10 je vais résumer, 10 tableaux d'un peintre, ou d'un artiste, entre guillemets, d'un artiste, pardon. Il va voir un responsable de musée, et il lui dit, écoutez, je vais vous donner un de mes tableaux. Alors, il les a achetés 10 fois 1 million d'euros, d'accord? C'est juste pour l'exemple, hein. Alors, il donne un tableau, ou une œuvre, pardon, au conservateur du musée, et il lui dit 1 million, 2 millions, 3 millions. Le conservateur, c'est un fonctionnaire qui pense avant toute chose à sa carrière, et il va dire oh ben oui, on nous a fait un don de 3 millions, allez, disons 3 millions. Il s'en fout, lui. Mais il dit voilà, ça vaut 3 millions. Et c'est comme ça qu'il valide le prix d'un tableau qui a été acheté 1 million, 3 millions. Alors qu'est-ce qui se passe derrière? Le gars, il a fait un don de 3 millions. Donc c'est défiscalisé, vous imaginez. C'est malin déjà, rien que là, il a récupéré pas mal. Et puis les 9 autres tableaux, ils valent 9 fois, pas 1 million, mais 9 fois 3 millions. Alors, c'est peut-être pas une mécanique aussi précise, mais on va dire que ça va dans ce sens-là. D'accord? Et voilà comment de 10 millions d'achats, il se retrouve, sans parler de la défiscalisation que je n'ai pas calculée, avec 27 millions d'euros derrière. Voilà comment ça marche, cette collusion entre les milliardaires et les musées. En fait, tout ça, c'est je l'ai tiré dans des livres de Aude de Kéros, de Nathalie Hennig, etc. Il y a des collusions incroyables de ce point de vue-là. Ensuite, donc ces œuvres, je dis, voyagent dans le monde entier, etc. C'est tout un jeu, la vanité, etc. Et le rôle de l'État est très important parce qu'en autorisant, par exemple, Jeff Koons à exposer au château de Versailles ou à d'autres, dans tous les grands musées en fait ont reçu ces grands génies de l'art contemporain. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que cette validation sert aussi à ça. C'est entre vanité, défiscalisation et augmentation de la valeur. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est quelque chose,
qui se fait aux dépens de quelque chose d'important, c'est-à-dire que le public, voyant ça, en croyant que c'est ça l'art actuel, se dit l'art c'est pas pour moi, se prive de l'art. Or l'art, c'est quand même l'autonomie. Alors ce que j'appellerais l'art du savoir-faire, c'est celui qui fait que, avec notre main, avec notre conscience, c'est ce que j'appelle toujours être l'empereur d'un territoire de ses chaussures. Quand vous êtes devant un chevalet, une feuille de papier ou une soupe de légumes, vous êtes un empereur. Non pas dans le sens de la vanité, c'est vrai que j'ai été repris à juste titre par quelqu'un à ce sujet. Ça veut dire simplement conscience individuelle, savoir-faire individuel, responsabilité individuelle, c'est ça être un empereur. Donc c'est ce que je le dis très souvent, et non pas, ça ne veut pas dire que n'importe quelle crotte que l'on fait mérite un respect. Non, pas du tout. Eh bien, ce principe de l'autonomie individuelle par l'art est nié par l'art contemporain. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre effet important et très pervers, c'est que les entre guillemets artistes d'art contemporain sont des artistes du non-savoir-faire. Par exemple, récemment, Catalan, vous savez peut-être, un des sculpteurs les plus célèbres du monde, et qui vend ses sculptures plusieurs millions d'euros, a été traîné devant les tribunaux par celui qui fabrique, celui du savoir-faire, qui fabrique ces sculptures. Vous savez, c'est Hitler en train de prier quand il est gamin, des choses comme ça. Donc, j'ose pas non plus montrer les photos en incrustation parce que voilà, je fais quand même gaffe parce qu'ils sont puissants ces mecs-là. Eh bien, il a gagné parce qu'il avait envoyé un SMS en expliquant, voilà, je voudrais Hitler à genoux, etc. Il fait sur 10 lignes, il envoie un SMS à un sculpteur, et le sculpteur qui était le sculpteur du musée, un des sculpteurs du musée Grévin, a fait ce travail donc d'artisanat impeccable, et c'est lui qui a porté plainte pour la paternité des œuvres de Catalan. Et donc il a été débouté. Voilà. Donc voilà un petit peu ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un artiste contemporain, la plupart du temps, ne sait rien faire. Il est juste un conceptuel. Il bazarde quelques éléments d'idées qui sont considérés comme géniales et immédiatement on doit tous devenir hystériques. Comme dans le 5e élément, vous savez, le rôle de Chris Rock, je crois, qui fait comme ça. Bref, il y a une véritable folie derrière ça. Et ce manque de savoir-faire est absolument nécessaire parce que, en fait, ce sont des gens fragiles et sans solidité qui permet à ces fameux milliardaires d'organiser l'art sans qu'il y ait contestation. Ce mec-là, ces gens de l'art contemporain, s'ils n'étaient pas dans l'art contemporain et dans le processus de validation, eh bien, il serait rien du tout. Il serait même pas SDF, quoi. Il serait SDF au RSA. Voilà, alors que là, il gagne des millions d'euros. Ben, j'aime autant vous dire qu'il garde de la place, tout simplement. Alors derrière, il y a aussi des systèmes de fondations, où, c'est connu, François Pinault, lui, a créé des fondations, etc., avec des défiscalisations. Vous inquiétez pas, derrière tout ça, il n'y a pas tellement de dons, me semble-t-il. Il y a beaucoup plutôt des arrangements entre amis, et c'est là où il faudrait quand même un petit peu jeter un coup d'œil. Si je croyais un jour que les gens de la politique s'intéressaient à notre bien, je leur dirais, écoutez, il y a moyen de creuser là-dedans. Alors je précise, tout ce que j'ai dit, c'est assez informel. Je vous invite à creuser, à lire les livres d'Aude de Kéros. Il y en a plusieurs qui font un travail remarquable à ce sujet. Voilà. C'est aussi pour ça que nos vies artistiques sont anéanties, qu'on ne voit plus parler, on n'entend presque plus parler d'art moderne, d'art contemporain, autre que ces choses-là. Ce qui fait que ça crée une dévitalisation complète du terrain sur lequel les artistes autres que ces gens-là, les artistes du savoir-faire, n'ont plus d'espace, en fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que c'est quand même ça qui balise l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui reste dans l'histoire ? Beaucoup l'histoire de l'art. Voilà, alors c'était juste une petite réflexion. J'écouterai avec grand plaisir vos commentaires, parce que je ne sais pas si j'ai raison complètement, ça mérite d'être approfondi. Voilà, j'ai juste posé des questions, j'ai jeté une bouteille à la mer à ce sujet, mais je crois que
je dois pas être trop loin. Allez, bonne journée, amusez-vous bien et bonnes vacances.